Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le droit de cuissage n'a jamais existé. Si l'on désigne par là le privilège qu'auraient eu certains seigneurs au Moyen-Âge de coucher avec toutes les jeunes femmes de leur domaine la première nuit d'après leurs noces, selon un droit coutumier désigné comme ius primae noctis, alors on peut dire en effet, tranquillement, qu'il n'a jamais existé. Le droit de cuissage devrait donc rejoindre toutes ces redevances seigneuriales imaginaires dont la nuit du 4 août 1789 est censée avoir aboli l'absurde tyrannie et où l'odieux le disputait au grotesque, comme l'obligation pour les serfs de battre l'eau des fossés de la demeure seigneuriale pour faire taire la crapaudaille. En réalité, des anthropologues comme Monique Grimbert ont montré que cette folklorisation du système des taxes féodales commence au XVIIe siècle, lorsque se multiplient les droits honorifiques et débouche un siècle plus tard sur la déconsidération symbolique du féodalisme comme structure de pouvoir. Les usages les plus ridicules et les plus barbares étaient alors établis, écrit Voltaire dans son essai sur les mœurs en 1756. Les seigneurs avaient imaginé le droit de cuissage, de marquette, de prélibation. C'était celui de coucher la première nuit avec les nouvelles mariées, leurs vassales roturières. Voilà les mœurs qui régnaient dans le temps des croisades. Mais si cette croyance est socialement construite, elle l'est sans doute au moins depuis la fin du Moyen-Âge. Tout part de l'équivoque que suscite une pratique sociale effectivement attestée, celle du coulagium, rendu en moyen français par culage ou couillage. Il s'agit d'un droit symbolique, quelques piécettes tout au plus, payées par les nouveaux mariés à la communauté villageoise des jeunes gens en âge de se marier, et on comprend bien pourquoi. Chaque mariage prélève une jeune fille dans le groupe des célibataires dont la part masculine peut se sentir lésée ou menacée. La noce est toujours un facteur de désordre que viennent conjurer quelques rites d'apaisement, comme le vin bu aux frais des mariés, le vin d'honneur, et cette petite contrepartie symbolique, le coulagium, donc, dont la racine latine désigne le fait de cueillir, donc de prélever sur un stock limité. Cela ne suffit d'ailleurs pas toujours, puisque si l'on connaît cette pratique, c'est seulement à partir d'un petit dossier de quelques lettres de rémission des XIVe et XVe siècles, accordées par le roi de France aux auteurs des crimes, ce sont le plus souvent des homicides, liés à des querelles dans l'exercice de ce droit à la communauté. Or, celui-ci, ce droit à la communauté, a pu être confondu de manière plus ou moins consciente et volontaire avec les taxes de fort mariage que les seigneurs exigent parfois lorsque certaines de leurs dépendantes, généralement non libres, trouvent à se marier avec des hommes vivant hors de leur seigneurie. Et dans ce cas-là, ce sont eux, les seigneurs, les maîtres, qui sont évidemment lésés. Et le collagium est d'une certaine manière, ou le culage est d'une certaine manière la compensation de cette perte. C'est dans ce sens qu'on peut voir apparaître le mot culage dans la chanson des vilains de Verzon en 1247, qui est, comme l'a montré Mathieu Arnoux, l'expression d'une protestation paysanne contre la tentative d'un seigneur d'imposer à ses tenants une dépendance de type manorial, donc plus dure, et dans ce cas, culage renvoie à une condition servile proche des cuverts, des coliberti qui fascinaient tant Marc Bloch. Donc, que cette redevance soit elle-même la compensation d'un droit sur le corps des jeunes mariés, droit que le seigneur aurait pu avoir jadis, ou qu'il prétendrait pouvoir reprendre ou revendiquer, ça c'est une extrapolation que permet sans doute la double équivoque sociale et linguistique du terme de culage, du droit à la communauté, du droit de la communauté à l'abus tyrannique du seigneur, et de cueillir à cul ou couille. On en trouve les premières formulations explicites parmi les juristes du XVIe siècle, qui, tel le jurisconsulte Jean Papon,
juge royal de Montbrisson, s'indigne de cette coutume exécrable. Il présente le droit de cuissage comme la survivance archaïque de la barbarie féodale en quelques provinces reculées. Il vise alors l'Auvergne, rétive à la justice du roi, et il compare cet abus, indigne non seulement de chrétiens, mais d'êtres humains, je le cite, à ceux du tyran de Syracuse, décrit par Diodore de Sicile, la tyrannie, on y reviendra. Une bonne partie de ce que je viens de dire ici s'appuie sur le livre d'Alain Bourreau, Le droit de cuissage, la fabrication d'un mythe, 13e, 20e siècle, paru chez Albin Michel en 1995. Or, la portée de ce livre réside moins, à mon sens, dans le démontage érudit de ce que l'auteur appelle tantôt un mythe, tantôt une fable, que dans l'analyse de sa disponibilité conceptuelle au XIXe siècle et jusqu'à nos jours. Si la croyance en l'existence du droit de cuissage est parvenue jusqu'à nous, et si elle est devenue une croyance politique, c'est parce qu'elle est passée au filtre des conceptions que l'on se faisait du Moyen-Âge après 1848. Depuis la fin du XVIe siècle, on l'a vu, les juristes royaux faisaient du droit de cuissage le symbole des abus féodaux, sexualisant la tyrannie des seigneurs pour mieux faire ressortir les vertus d'une justice paternelle et bienveillante, celle du roi, cela même de protéger les humbles et, en premier lieu, les femmes des abus barbares et ridicules. Mais, on l'a vu aussi avec Voltaire, déconsidérer la féodalité, c'est également attaquer l'Église. Voilà les mœurs qui régnaient dans le temps des croisades. Ce furent donc les catholiques réactionnaires qui, tel Louis Veuillot, journaliste de l'Univers en 1854, fourbirent les premiers les armes de l'érudition pour prouver qu'effectivement le droit de cuissage n'avait pas existé, afin de, je cite Louis Veuillot, sauver l'honneur de l'Église, des ancêtres et de l'ordre. S'il fallait absoudre le Moyen-Âge de cette image désastreuse d'obscurantisme et de fanatisme, ce n'était pas, et qui sexualise donc la tyrannie, ce n'est pas seulement pour en préserver la nostalgie rêveuse, mais parce que le temps des croisades, le temps des cathédrales, éclairé par la grande pacificatrice sévère et juste qu'était l'Église, pour citer notre auteur, devait fournir, je cite encore, les images redressées et pures du temps présent. Et c'est pour s'opposer à ce parti de Dieu que leurs adversaires anticléricaux, puis républicains, défendent, eux, l'image d'un Moyen-Âge paillard et despotique dans lequel l'existence d'un droit de cuissage a valeur de symbole. C'est le cas notamment chez Michelet, lorsqu'il affirme dans La Sorcière, en 1862, que, je cite, « le seigneur ecclésiastique comme le seigneur laïque avait ce droit immonde ». La violence faite aux femmes étant pour lui, pour Michelet, une violence faite à la nation tout entière. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, de la grande querelle de l'histoire nationale qui, de 1854 à 1882, fait du Moyen-Âge un modèle ou un repoussoir, mais pour qui le Moyen-Âge est toujours, et cette fois-ci, je cite Alain Bourreau, matriciel de l'ordre contemporain. Le livre de Bourreau, aujourd'hui, a 30 ans. On a, depuis, creusé cette piste dans, je pense, au moins 2 directions. La première consiste à articuler théoriquement la compréhension de la naissance des sciences sociales en tant que savoir spécifique de la modernité, avec les constructions et les mobilisations modernes du Moyen-Âge, à la fois le médiévisme, c'est-à-dire la science du Moyen-Âge, et le médiévalisme, c'est-à-dire les idées qu'on s'en fait. Je vous renvoie sur ce point à l'avant-dernier numéro de la Revue d'histoire des sciences humaines, coordonnée par Étienne Hanheim et Catherine Koenig-Pralon, qui s'appelle « Le Moyen-Âge des sciences sociales ». Mais il y a une seconde voie, qui est sans doute moins aisément empruntable, moins empruntée, et elle est peut-être plus aventureuse, mais elle a aussi le mérite de s'écarter de la fascination historiographique pour l'ecclésiologie qui domine actuellement une partie de l'historiographie médiévale à la suite des travaux de Dominique Young-Aprah, mais aussi d'Alain Bourreau.
Cette seconde voie, c'est celle que suggère Zrinka Stahuljak, notamment dans son livre traduit en français en 2018 au PUR, sous le titre « L'archéologie pornographique, médecine, Moyen-Âge et histoire de France », que j'avais beaucoup sollicité l'année dernière lors de mon cours sur les politiques de l'amour, et qui m'accompagne cette année encore. Parce que ce livre éclaire, selon moi, un point aveugle dans la démonstration d'Alain Bourreau. Ce qui intéresse Bourreau dans le droit de cuissage, c'est, on l'a compris, la construction nationaliste de l'idée de Moyen-Âge, mais nullement la sexualité elle-même, qu'il considère, de manière un peu paresseusement foucaldienne, comme pur effet de discours, mais jamais comme pratique réelle. Or, et je cite Zrinka Stahuljak, si le Moyen-Âge fut inventé par les désirs nationalistes, il fut également inventé par les opinions, les peurs et les fantasmes que la sexualité médiévale inspirait au XIXe siècle. Et voilà aussi exprimé l'une des ambitions du cours de cette année sur le sexe du pouvoir. Peut-être s'agit-il au fond de relancer le programme de l'ancienne histoire des mœurs, oublié par tant d'historiens, comme l'écrivait Balzac dans l'avant-propos de la Comédie humaine. C'est du moins ce que je suggérais dans la dernière leçon du cours de l'année passée, pour tenir compte des savoirs historiens de la littérature, notamment Stendhal, vous vous en souvenez peut-être. Mais en lisant l'étude que Myrtille Méricam-Bourdet a consacrée au rapport entre sexe et pouvoir dans l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations de Voltaire, que je citais précédemment, je me demande si ce n'est pas aussi cette histoire voltairienne qu'il s'agirait de reconsidérer, loin de se complaire uniquement dans le graveleux d'une histoire anecdotique des secrets d'alcôve. En fait, elle pose crûment la question de la libido dominandi des hommes, de sa violence, de l'injustice du sexe du pouvoir, ce que j'appellerais ici, c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui, la tyrannie masculine. Parce que, ok, c'est entendu, le droit de cuissage n'existait pas comme droit au Moyen-Âge. Mais, ainsi que l'écrivait Claude Gauvard en 1995, tuer le mythe du droit de cuissage ne sert sans doute à rien, si ce n'est à redire que le Moyen-Âge ne se réduit pas à quelque histoire d'ogres, de géants ou de seigneurs aux violences débridées. Je m'étonne moi-même, je l'ai déjà dit ici d'ailleurs, de l'énergie que beaucoup de médiévistes, et parmi les plus talentueux, mettent, depuis Jacques Le Goff au moins, à s'engager dans la défense du Moyen-Âge contre ces préjugés tenaces qui en feraient un âge obscurantiste, comme si ce n'était pas d'abord un combat perdu d'avance, puisque inscrit dans le nom même du chrononyme, comme si surtout il n'y avait pas d'autres engagements plus urgents et d'autres luttes à mener, y compris d'ailleurs depuis le Moyen-Âge, que la défense de l'honneur de son propre objet de recherche. Dans un article paru dans la revue Clio en 1996, sous le titre « Droit de cuissage et devoir de l'historien », Geneviève Fraisse s'en irritait déjà. Traitant du droit de cuissage comme d'un mythe qu'il faut démonter, Alain Bourreau pratique une histoire intellectuelle qui se détourne du réel, qui le virtualise. Ce qui l'intéresse, on l'a compris, c'est la conception du Moyen-Âge qui se joue dans les controverses sur le droit de cuissage, qu'il existe ou non. C'est ni la sexualité, ni la condition des femmes. Et les femmes, au fond, sont ici utilisées dans leur rôle traditionnel d'objet d'échange, une monnaie discursive servant à parler d'autre chose. Que les seigneurs aient pu, au Moyen-Âge, comme en d'autres époques, user de leur pouvoir pour obtenir quelque chose du sexe de l'autre, que ces seigneurs aient été toujours des hommes, et que la domination sexuelle qu'ils cherchaient alors à imposer renvoyait le plus souvent au droit supposé des hommes à disposer du corps des femmes, c'est un fait. Mais c'est un fait qui, effectivement, n'intéresse pas Alain Bourreau. On pourrait l'appeler fait de cuissage, mais aussi, pourquoi pas, droit de cuissage, dès lors que le droit du plus fort est un fait d'évidence qui n'a nul besoin d'institutions, judiciaires ou autres, pour s'imposer. Il ne dit pas seulement l'impunité de celui qui l'exerce, mais sa légitimité à l'exercer.
Your body, my choice. Or, cette évidence trouble la frontière entre le fait et le droit. Et l'on pourrait alors se contenter de dire avec Figaro, le jeune barbier du comte qui veut se réserver la virginité de Suzanne dans le mariage de Figaro de Beaumarchais en 1784, monsieur, l'usage est souvent un abus. Sans doute n'est-il pas utile de préciser ici que les historiens sont toujours libres de s'intéresser à leurs objets, qu'Alain Bourreau est un très grand historien, que j'admire son inventivité et son audace, et qu'au fond, en parlant d'un livre qui m'a tant fasciné il y a 30 ans, au moment où je commençais à écrire, en fait, en 1995, je parle aussi de ce qui nous sépare de ce moment-là. En tout cas, pour justifier son objet de recherche, parfaitement légitime, Alain Bourreau attaquait assez durement celui de la sociologue Marie-Victoire Louis, autrice l'année précédente, donc en 1994, d'un très beau livre paru aux éditions de l'Atelier sous le titre « Droit de cuissage, France, 1860-1930 ». Elle y décrivait les violences sexuelles que les patrons et les contremaîtres faisaient subir aux ouvrières dans les ateliers, dans les usines, où la dépendance, où la promiscuité, où la vulnérabilité des corps quasi nus dans la chaleur étouffante des machines favorisait cette violence systémique que les acteurs interprétaient eux-mêmes alors comme une emprise de type féodal et qu'ils appelaient par conséquent droit de cuissage. Comme souvent en histoire, les mots détournent l'attention davantage qu'ils ne désignent la signification des choses, posant un voile analogique sur leur brutalité, c'est-à-dire ici un système global de prédation favorisant et justifiant les abus sexuels du pouvoir hiérarchique. En 1995, Alain Bourreau reprochait donc à la sociologue de maintenir l'équivoque sur l'existence d'un droit de cuissage d'origine médiévale qui se serait démocratisé au XIXe siècle et de durcir le rapport dominant-dominé à des fins militantes. Alors oui, de fait, Marie-Victoire Louis était une militante. Elle a fondé en 1985 l'Association contre les violences faites aux femmes au travail. Et contre ça, parce qu'effectivement c'est son objet qu'il défendait, Bourreau écrit « La croyance en l'existence possible du droit de cuissage suppose chez l'historien ce qui me paraît être une faute majeure, le mépris pour les êtres humains qui l'observent. La notion de droit de cuissage semble impliquer celle de consentement de la part de la victime. » Alors sur ce point, mépris, pour les acteurs, Michel Perrault, qui avait signé la préface du livre de Marie-Victoire Louis, s'insurgeait en 1998 dans son livre « Les femmes ou les silences de l'histoire », je la cite, « Le long silence des femmes sur les brutalités et les viols dont elles ont été l'objet ne peut être interprété en termes de consentement par les témoins et les historiens d'aujourd'hui. » Voilà la question posée. Tout, en matière de violence sexuelle, est décidément affaire de mots. Ceux qui disent, ceux qui crient, ceux qui taisent. Comme le relevait Christine Delphi en rendant compte de l'ouvrage de Marie-Victoire Louis, pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui le harcèlement sexuel, tel qu'il fut introduit dans le Code pénal français en 1992, on parle au XIXe siècle de l'assiduité des hommes. Assiduité. Si on veut être gentil, galanterie, et si on veut être vraiment méchant, privauté. Ce qui reste quand même très mesuré. Mais que faisons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui encore. Lorsque nous désignons des faits avérés de harcèlement sexuel où des hommes imposent aux femmes le sexe du pouvoir, quand nous les désignons du vocable de droit de cuissage. Sinon, et je cite Geneviève Fraisse, brouiller l'oppression des femmes par un mélange de fiction et de trivialité. C'est exactement ça. Ça sert à ça, l'expression du droit de cuissage. Et ça existe vraiment pour ça. Parce que tant mieux alors, si le droit de cuissage n'est pas vraiment un droit tout en feignant de l'être, s'il existe
sans vraiment exister, si l'on en parle sans trop y croire, si l'on ne sait jamais tout à fait, si on doit en rire ou s'en indigner, et si l'on peut faire comme s'il renvoyait à un passé fantasmé, quand il parle, au contraire, et de manière cuisante, d'un interminable aujourd'hui, où l'on peut continuer à vouloir taire les choses en feignant de les dire. Dans ce cas, oui, il est de la responsabilité de l'historien d'affirmer que le droit de cuissage existe bel et bien, à la fois comme droit mythique et comme oppression réelle, et que si l'on veut faire de l'histoire, c'est en même temps avec Alain Bourreau et avec Marie-Victoire Louis. Et y compris d'ailleurs, lorsqu'on cherche à faire de l'histoire médiévale. Après tout, leurs deux livres traitent d'abord de l'histoire du XIXe siècle, dont le Moyen-Âge est l'ombre portée. L'histoire que raconte Marie-Victoire Louis s'achève avec la grève des porcelainiers de Limoges en 1905, qui fut réprimée dans le sang, et dont elle montre qu'elle fut en fait déclenchée par les abus sexuels d'un contremaître du nom de Penaud, qui faisait subir aux ouvrières et sur lesquelles il existait des chansons, des tracts appelant justement ces abus droit de cuissage. Or, cette mobilisation a déclenché une solidarité masculine que Marie-Victoire Louis appelle le silence déchiré. Peut-on déchirer le silence des sources médiévales sur l'histoire politique du secret des corps ? Impossible, par exemple, d'imaginer mener à bien une histoire de l'intimité conjugale comme l'a magnifiquement écrite Aïcha Limbada sur la nuit de noces au XIXe siècle, dans son livre paru en 2023. C'est une histoire terrible, la nuit de noces, une histoire d'initiation, donc de silence, puisque l'initiation, disait Michel Foucault, est pour l'essentiel une pratique muette, et pourtant, au XIXe siècle, les sources sont très nombreuses, très variées pour se pencher sur cette épreuve, car c'en est une, que ce corps à corps nuptial, dans lequel la femme ne sait parfois tellement pas ce qu'on attend d'elle, ce qu'elle subit est assimilé par la jurisprudence comme un viol légal, mais une chose est certaine, c'est qu'il faut que ça se passe. C'est une initiation féminine qui institue la domination masculine, et ce pour la perpétuation de la société tout entière. Or, si cette initiation ne se fait pas, on risque de rejoindre la troupe malheureuse de ces unions dont le malheur a été décidé par la première nuit, comme l'écrit Balzac dans sa Physiologie du mariage. Et là, on se dit, quand on lit un livre comme ça, voilà un livre qu'on ne pourrait pas écrire pour le Moyen-Âge. Pour le Moyen-Âge, sans doute, ce voile de silence ne peut être totalement levé. Mais on ne doit pas pour autant en exagérer l'opacité. Lorsqu'il prend congé de ces dames du XIIe siècle, Georges Duby soupire. « Je n'ai entrevu que des ombres flottantes, insaisissables. Aucune de leurs paroles ne m'est directement parvenue. » Nous savons aujourd'hui qu'il exagère. Il exagère pour se donner le beau rôle de celui qui dévoile la vérité, rôle héroïque et viril, volontiers érotisé, on va le voir. Mais les paroles des femmes existent pourtant, bel et bien, plus nombreuses qu'on le dit, plus fortes qu'on ne le croit, qui n'ont nul besoin des hommes pour les libérer du silence. Je pourrais citer ici, en levée de rideau spectaculaire, théâtral, sur l'émancipation féminine, Christine de Pisan. Je le ferai. Mais je préfère auparavant me pencher sur un accroc plus ténu dans l'étoffe documentaire, la micro-histoire d'une parole à la Carlo Ginzburg, c'est une parole qu'on n'aurait jamais dû entendre, mais qui fuit pourtant des archives. Elle vient d'une source exceptionnelle qui a été tout récemment mise au jour par Chloé Tardivelle dans les archives judiciaires de Bologne. Et ça pourrait bien être le premier enregistrement documentaire d'un cas de harcèlement sexuel tel qu'on le définit aujourd'hui. Nous sommes en décembre 1351, dans le village de Gavazetto, et une jeune fille nommée Margarita se fait importuner par un garçon qu'on appelle Nannino, le diminutif d'Antonio. Celui-ci lui met la main sur le sein et lui dit qu'il l'aime. Elle ira porter plainte auprès de la justice
expliquant qu'il l'importunait tellement qu'elle lui rétorqua qu'elle voulait rester en paix. Et Margarita lui donna un petit coup sur le nez avec le manche de son couteau. Bon, il a un peu chouiné, mais il n'a pas saigné, donc pour la justice, ça va. Le gars Nannino, il est tout étonné d'être ainsi accusé pour un fait qu'il ne comprend pas. Après tout, il le répète au juge, mais moi je l'aime et je la désire. Il portera plainte d'ailleurs à son tour pour coups et blessures, l'affaire se soldant par un arrangement. Bon, mais ça prouve au moins quelque chose. D'abord qu'une jeune fille à Bologne, sans doute de bonne famille, Margarita Ser Ture Cavalleri, Ser, ça veut dire que c'est sans doute une fille de notaire, une jeune fille peut non seulement porter une affaire en justice, mais trouver les mots pour dire son affront. Le garçon prétend être amoureux, et idem dicebat quod eam amabat. Mais elle ne veut y consentir. Dicta Margarita dicendo quod nolebat illa tavanamenta. Et ce dernier mot que trouve le scribe bolonais pour traduire ce qu'elle dit au juge, c'est très significatif. Tavanare, c'est un verbe dérivant du substantif tavano qui lui-même latinise le vocable dialectal tafano, qui désigne un gros ton qui agace de ses morsures. Quoi. Voilà. C'est un truc, ça va, quoi. Bon. C'est ce bourdonnement. On voit presque le geste. Bon, c'est bon, laisse-moi en paix. Qui doit nous mettre la puce à l'oreille, parce que c'est le bruit de fond de cette histoire de meurtre qu'on doit raconter. Alors, ouais, quand même, Christine de Pisan. En 1405, elle consacre un chapitre de la Cité des Dames contre ceux qui disent que femmes veulent être efforciées, contre ceux qui disent que les femmes veulent être violées. C'est le 44e du deuxième livre de cet extraordinaire dialogue politique dans lequel trois figures allégoriques, raison, droiture et justice, parlent avec Christine de la manière d'édifier une cité où les nobles femmes pourraient vivre en paix. La Cité des Dames, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un safe place, et où elles pourraient, de ce fait, contribuer au souverain bien d'une société politique réellement mixte. Et elle convoque pour cela l'histoire, et notamment celle des femmes illustres, ce qui fait de l'œuvre de Christine de Pisan la réécriture féministe du De Mulieribus Claris de Boccace, tout en s'inscrivant dans le grand débat sur le roman de la Rose. La poétique de l'exemple est mise au service d'une disputation où l'argumentation construit, pierre après pierre, une défense des femmes qui prend donc la forme d'une cité fort maçonnée et bien édifiée. Et voilà ce qu'on y lit. Je suis accablé et affligé d'entendre tant d'hommes dire que les femmes désirent le viol et que cela ne leur déplaît pas d'être violées par un homme, même si elles le repoussent en parole, et qu'il ne leur déplaît mis, quoi qu'elles escondissent de bouche, être par homme efforciées. Mais il me serait bien difficile de croire qu'une telle infamie pût leur être agréable. C'est Christine qui parle. C'est une femme de chair qui parle à des allégories. Mais elle parle depuis son expérience de femme, tandis que droiture la rassure en lui répondant « Oui, il n'y a aucun plaisir à être violée, n'en doute pas, ma chère amie, c'est une douleur sans pareille. » Et de raconter longuement, pour justifier son propos, l'histoire de la très noble Lucrèce, la plus chaste de toutes les Romaines, se suicidant après avoir été violée par Tarquin le Superbe, qui s'était introduit dans sa chambre nuitamment et par ruse, et l'avait menacée de son épée. Je trouve que la puissance de ce texte de Christine de Pisan, c'est de donner à entendre la scandaleuse, la cruelle fragilité de cette évidence. Elle sait que les femmes ne peuvent pas être violées, que les femmes ne veulent pas être violées, que les femmes ne peuvent pas jouir en étant violées. Elle le sait, toutes les femmes le savent. Mais elle a besoin qu'on lui dise, qu'une parole d'autorité la rassure, depuis l'histoire, encore et encore. Car voici le fait saillant, il y a tant d'hommes qui disent le contraire, que cela l'accable
et l'afflige, si ma nuit et me griève, de ce que homme dit tant que femme veulent et forcier. Évidemment qu'on entendait ça au début du XVe siècle, comme on l'entend aujourd'hui, et comme il se trouvera toujours des intellectuels pour justifier ces préjugés désespérément répétitifs. Ainsi, le grammairien Guillaume de Conches, au XIIe siècle, grand philosophe de la nature, qui trouvait dans la littérature médicale des questions salernitaines des appuis théoriques pour affirmer la lubricité naturelle des femmes, en vertu de laquelle, je le cite dans le Dragmaticon Philosophiae, « Quoique dans le viol l'acte déplaise à son début, à la fin, la faiblesse de la chair aidant, il n'est pas sans agrément. » Or, comme certains médecins estiment que la jouissance est nécessaire à l'engendrement, bon, ce qui peut être une bonne nouvelle pour les femmes, le fait de tomber enceinte après un viol peut inciter les juges, saisis d'une affaire de viol, à rejeter la plainte qui leur est adressée. Et dans les sources dijonnaises et lyonnaises étudiées par Nicole Gontier, eh bien, on entend la voix des femmes qui affrontent la méfiance des juges, qui sont d'abord inquiets d'éviter ce qu'ils appellent les folles dénonciations. Et donc, on les entend essayer de prouver qu'elles se sont bien débattues, qu'elles n'ont pris aucun plaisir, qu'elles ne furent coupables d'aucune conduite malhonnête, et surtout, qu'elles ont bien crié. Car, et le droit coutumier le précise depuis le XIIe siècle, c'est le cri qui prouve l'absence de consentement. Une femme violée doit crier, non seulement pour alerter le voisinage, mais pour faire haro, c'est-à-dire pour pousser une clameur probatoire. Et si elle est empêchée de le faire, eh bien, elle aura du mal à prouver le crime. Tel fut le drame de Marguerite de Thibouville, épouse du chevalier Jean de Carouge, violée en janvier 1386 par l'un des amis et alliés de son mari en son absence et dans son château. L'un des comparses de l'agresseur l'avait bâillonné et menacé, et Marguerite n'a pas crié, a ensuite ravalé sa honte, ne l'a pas dit à son mari avant de l'avouer, et son mari ensuite réclame vengeance. Mais c'est trop tard. La vengeance légale est impossible parce que, n'ayant pas crié, elle n'a pas été violée. Donc l'affaire pose un dilemme, elle est portée devant le Parlement de Paris, et si Froissart la raconte longuement dans ses chroniques, c'est parce que la justice du roi, face à ce dilemme, décide d'autoriser ce qui sera le dernier duel judiciaire dans le royaume de France. Il a lieu le 29 décembre 1386 dans un champ clos, spécialement aménagé, derrière le prieuré de Saint-Martin-des-Champs et devant le roi Charles VI et ses oncles. Jacques le Gris, le violeur, y est transpercé par l'épée de son ami, et Marguerite donc aura la vie sauve, parce que c'est un duel judiciaire, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire celui qui gagne n'est pas seulement le plus fort, c'est celui qui a raison devant Dieu. Dieu lui aura armé le bras. Donc si c'est Jacques le Gris qui gagne le duel, alors Marguerite est brûlée pour parjure. Cette histoire célèbre, racontée par Eric Jagger en 2014, a été portée à l'écran par Ridley Scott en 2021, en un film qui adopte en partie la structure du Rashomon d'Akira Kurosawa, mais en partie seulement. On voit effectivement successivement les versions de Jean de Carouge, de Jacques le Gris et de Marguerite, mais dans ces trois récits, Marguerite se fait violer, puisque, et c'est ici que la responsabilité du cinéaste rejoint celle de l'historien, la parole de la femme n'est pas seulement un point de vue, c'est elle qui révèle la vérité du crime. Car le viol est bien un crime au Moyen-Âge. Depuis le viol de Lucrèce, justement, affirme droiture dans la cité de Dieu. La peine de mort s'impose comme loi convenable, juste et sainte pour punir le viol. Et dans sa biographie de Charles V, Christine de Pisan loue le roi sage d'avoir un jour pendu sur le champ un homme qui avait violé la fille d'une veuve. Sauf qu'au temps de Charles V, ce crime, c'est 1% des actes du Parlement criminel de Paris. Il est très rare dans les sources judiciaires, parce qu'il est rarement dénoncé à la justice, et parce que le plus souvent, il y a des arrangements entre familles. Parce que si le viol est un crime, c'est d'abord un crime contre l'honneur des pères et des maris, c'est-à-dire de ceux qui ont la main sur le corps des filles. On pourrait dire,
paraphrasant Proudhon, que la propriété masculine des femmes, c'est le viol. D'ailleurs, les historiens débattent pour savoir aujourd'hui quand le viol cesse d'être conceptualisé comme une atteinte contre la propriété. En Angleterre, c'est certainement pas avant le XIXe siècle. Et voilà pourquoi, même si en anglais, justement, le mot pour dire le viol, rape, vient de rapt, une législation sur le rapt des femmes persiste longtemps comme distincte de celle qui punit le viol. Certes, le droit romain faisait du raptus un crime à la fois privé et public, mais on sait que les rapts se sont multipliés durant le haut Moyen-Âge, dans un système d'échange et de compétition, où, comme l'a montré Sylvie Joie, une femme enlevée est toujours une femme ravie. Et dans les récits de fondation des villes, le héros fondateur, c'est souvent un meurtrier, un ravisseur qui viole les limites du droit pour faire force de loi. Si bien que la nature du ravissement de la femme ravie fait encore débat au XVIIe siècle, puisqu'on devra alors au XVIIe siècle distinguer les rapts de violence des rapts de séduction, où la femme, prétend-on, tombe sous le charme de son ravissant ravisseur. N'oublions pas que le viol, comme toute injure à la fama, à l'honneur, est d'abord un acte de langage. Or, la parole injurieuse est toujours une atteinte à la sexualité des femmes, soit directement, si on les insulte elles, soit indirectement, parce que si on insulte les hommes, en règle générale, c'est pour remettre en cause la vertu de leur mère ou de leur femme. Donc, dans tous les cas, en visant la réputation des femmes, on blesse l'honneur des hommes. Le viol, qui commence lui-même le plus souvent par des paroles injurieuses, obéit donc à la même logique. Et voilà pourquoi il doit aussi se comprendre comme une mise à l'épreuve par le sexe du pouvoir de l'inégalité des vies, ou du moins de l'inégale valeur des formes d'existence dans une économie de l'honneur. Alors, dans le De Amore d'André Le Chapelain, au XIIe siècle, on a vu effectivement l'année dernière que c'était un texte compliqué, en partie parodique, qui pouvait en aucune manière être lu comme un manuel de l'amour courtois, mais au contraire, disons, l'expression très ambivalente des contradictions de la société du XIIe siècle sur la sexualité et sur le mariage. On lit quand même, à propos des paysannes, des mulieres rusticanae, que le seul commerce qu'on peut avoir avec elles est d'usage sexuel. Elles sont des proies désignées pour le viol de manière décomplexée. Si tu trouves une occasion propice, n'hésite pas à accomplir tes désirs et à les posséder par force. Et c'est à l'aune de cette violence que doit être lu le récit qui est en fait insoutenable, du viol d'Hersan, la femme d'Isengrin, en sa présence, par Renard, dans le roman de Renard, parce que Renard, à ce moment-là, va violer une aristocrate et trouver là l'expression de sa vengeance sociale. Et normalement, c'est un conte à rire. Mais d'évidence, comme l'écrivent Camille Brouze et Maxime Camine dans un texte dont j'avais déjà aussi parlé l'année dernière sur vraiment la difficulté aujourd'hui à enseigner la littérature médiévale quand on prend conscience de l'omniprésence de la culture du viol, je les cite, « Pouvons-nous encore faire l'expérience de la gaieté qu'ils sont supposés véhiculer ?» Mais il ne s'agit pas que de littérature. Dans le cas des statuts communaux des villes italiennes, on voit très bien les peines pécuniaires s'échelonner en fonction du statut social de la victime. Par exemple, à Osimo, qui a été étudié par Trevor Dean, si on connaît violemment une femme, c'est une amende de 20 livres, mais pour une nonne ou une vierge, c'est 4 fois plus. En Angleterre, si on est marié, une femme mariée est dite depuis le XIe siècle femme coverte. Entendez qu'elle est couverte, elle est protégée par la potestas de son époux, tandis que les célibataires sont exposés à la violence des hommes. Et d'une manière générale, seules les femmes honnêtes et vertueuses peuvent être réputées forcées. Alors, c'est évidemment pas le cas des prostituées, dont le viol n'est pas répréhensible. Et on a de nombreux témoignages assez effrayants sur le niveau de violence, et notamment de violence sexuelle, qui avait cours dans les bordels. Dans les fueros ibériques, le délit de viol, fuerza sexual,
n'est pas établi contre les prostituées, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des prostituées, eh bien, on voit que ce n'est pas non plus le cas des domestiques et des servantes, au moins jusqu'au XIVe siècle, car le droit royal établi par Alphonse XI en 1348, qui vise à supplanter les fueros, est plus protecteur en la matière. Mais ça revient à dire que la dépendance des femmes travaillant dans une maison comprend implicitement et conjointement à leurs tâches domestiques l'acceptation de la sollicitation sexuelle de leur maître, comme l'ont montré les travaux d'Iñaki Bazán pour le Pays basque. Bref, une société où l'on traite les femmes de putes et les hommes de fils de pute est une société, et c'est encore la nôtre, où la prostitution est la matrice de toutes les formes de domination, où c'est le sexe du pouvoir qui impose un droit de cuissage généralisé. Mais nous nous retrouvons donc en effet dans les ateliers décrits par Marie-Victoire Louis, où la médecine patronale infligeait aux ouvrières grévistes la même visite sanitaire obligatoire que celle qu'on exigeait des prostituées. Faut-il donc se contenter, navré, comme Christine de Pisan, de faire l'inventaire des invariants de la domination masculine? Vous voyez que j'ai bien du mal à faire ce cours, parce qu'il n'est pas sûr que le viol soit un objet d'histoire. Les études sur les viols incestueux et la pédocriminalité à la fin du Moyen-Âge qui se sont développées ces dernières années incriminent dans la majorité des cas les pères, les oncles qui abusent de leurs filles, de leurs nièces, les maîtres qui forcent leurs domestiques, les patrons qui violent leurs employés. Dans les livres noirs de Fribourg, on voit clairement que la famille, recomposée ou non, est la structure facilitante de toutes les violences sexuelles, tout comme l'école, l'église et l'atelier. Et si on ajoute les viols de guerre, qui sont notamment en Bourgogne et en Galice, bien documentés pour le XVe siècle, ben voilà, on a quand même un peu une image de notre monde. À Bologne, entre 1383 et 1491, Didier Lett a identifié une cinquantaine de viols à l'encontre de femmes et le double d'enfants, à l'encontre d'enfants ou d'adolescents. Et la différence de vocabulaire est intéressante parce que lorsqu'il s'agit de petites filles, le juge use des mêmes expressions stéréotypées que pour les femmes violées. Elles ont été connues charnellement par force et violence. Tandis que le viol des petits garçons est, comme tous les actes sodomites, bien davantage décrit et surtout fait affoler le langage dans la surenchère de la dénonciation de crimes contre nature qui, pour être indicibles, nefandus ou nefandissimus, n'en sont pas moins énormes, horribles, détestables, abominables et même destructor humanae species, exterminateurs de l'espèce humaine. C'est le même lexique des crimes si atroces qu'on ne peut les dire et dont on ne cesse pourtant de parler pour pousser le langage aux limites. C'est le même lexique qui enveloppe d'un sombre mystère l'histoire et la légende de Gilles de Rais, chevalier et chef de guerre, compagnon de Jeanne d'Arc, dont le procès à Nantes en 1440 révéla l'ampleur de la perversité criminelle. Par dizaines, par centaines peut-être, il avait fait enlever des femmes et des enfants pour les faire violer, torturer, tuer en un délice de férocité qui fascina le marquis de Sade. Celui-ci y voyait une célébration de la toute-puissance du sexe, et après lui, tous ceux qui, au XXe siècle, à la suite de Georges Bataille, qui édita les actes du procès de Gilles de Rais, tous ceux qui aimaient jouer avec le feu littéraire pour admirer la solitude de sa révolte. Car dans ces châteaux de la subversion, si magnifiquement décrits par Annie Lebrun, on insultait et Dieu et le roi. C'est le cas de Sade, cela a été aussi celui de Gilles de Rais, qui fut accusé, comme l'a montré Jacques Chiffolo, de crimes de lèse-majesté. Mais si l'on s'en tient au XIXe siècle, la manière dont les historiens, les médecins, les écrivains, Huysmans notamment, évoquent Gilles de Rais en bête d'extermination, selon l'expression de Michelet, cette manière réplique en tout point les controverses que l'on a vues à l'œuvre avec le droit de cuissage, avec les mêmes lignes de tension politique, avec la même ligne de fuite également dans l'euphémisation folklorique
dès lors que l'écorcheur du temps de Charles VII se confond avec l'ogre de la légende, le barbe bleue de Charles Perrault. Et oui, on revient à ce Moyen-Âge des ogres, des géants et des crimes atroces dont parlait Claude Gauvin. Or, comme l'a montré Zrinka Stahuljak, ce qui est en jeu, une fois de plus, dans l'affaire Gilles de Rais, c'est le rapport entre le sexe et la nation. Voilà pourquoi il faut penser Gilles et Jeanne comme un couple symbolique. Gilles de Rais était, vous le savez, le compagnon de Jeanne d'Arc, et il incarne la dégénérescence criminelle de la noblesse féodale, quand Jeanne d'Arc incarne la régénérescence morale du sang français au sein du peuple et pour le roi. Ça, c'est ce qu'on dit au XIXe siècle. Et dans le même moment, les médecins, comme Richard von Krafft-Ebing, qui dans son Psychopathia Sexualis, 1886, établit pour la première fois les deux axes masochistes et sadiques de la psychopathologie du pouvoir, eh bien, Richard von Krafft-Ebing présente Gilles de Rais comme un érudit pratiquant l'assassinat par volupté, lisant Suétone pour prendre exemple des Césars dégénérés. Nous voici donc revenus, renvoyés aux sources néroniennes de la tyrannie sexuelle, dont j'avais longuement parlé dans mon cours de 2017, je vous renvoie notamment à la leçon du 21 mars, qui était intitulée « Qu'est-ce que préfigurer ? Des généalogies à rebours ». Je rappelle simplement ici que la pensée politique médiévale hérite d'Aristote, du livre 5 de la politique d'Aristote, l'idée que la tyrannie, en tant que c'est une déviation de la monarchie, est une royauté affranchie de toute loi. Or, la loi, selon la formule aristotélicienne, c'est la raison libérée du désir. Donc, la tyrannie, c'est une machine qui produit la jouissance sans limite du tyran, une machine qui est animée d'un mouvement perpétuel, au sens classique. Un mouvement perpétuel, c'est lorsque l'effet est plus puissant que la cause, et ce qui, évidemment, nourrit des cruautés nécessairement excessives et des brutalités nécessairement atroces. Et évidemment, cette machine travaille à sa propre perte, comme le savait déjà Matteo Villani. De même que les tyrannies s'élèvent, grandissent et se consolident, de même grandit en silence dans leur sein le germe fatal d'où sortiront pour elles le trouble et la ruine. C'est le sexe du pouvoir qui les voue à la sexualité et à la mortalité. Matteo Villani, c'est un Florentin, c'est le continuateur de la chronique de son frère, Giovanni Villani, qui est mort de la peste en 1348. Lui continue la chronique jusqu'en 1363. Il en a, l'adversaire évidemment, vous le savez, de Florence communale, c'est la Milan des Visconti, et en particulier, donc lui, il a des descriptions interminables sur les turpitudes de Matteo II Visconti, qui fut co-seigneur de Milan de 1349 à 1355 et qui a mis au point un système de terreur par la débauche où tous les soirs il aurait fait venir en son palais une vingtaine de jeunes filles, d'épouses de riches citoyens, pour leur faire subir les outrages de son effrayante lubricité. C'est à la fois une manière de déconsidérer l'adversaire politique et aussi de présenter sa déchéance comme inévitable, parce que mue par la machine à jouir de la tyrannie qui va à sa propre perte. Bien évidemment que nous retrouvons ici le harem comme signe d'un absolu monarchique et viril, dont on parlait la semaine dernière, et avec lui l'impossibilité de se débarrasser du despotisme oriental comme d'un ailleurs de l'Occident. Les ennemis les plus farouches de l'empereur Frédéric II le présentaient comme le sultan de Lucéra, où il entretenait des savants arabes développant la philosophie de la nature, des animaux sauvages dans sa ménagerie et des courtisanes dans son harem. Et ce sont trois figures de la bestialité en politique. Alors on dira qu'il est roi de Sicile, que la monarchie normande y est l'héritière des pouvoirs islamiques et que la Sicile est la mère de toutes les tyrannies. Mais on trouvera pareillement, à Paris ou à Valladolid, des souverains qui, au XIVe et XVe siècle, parce qu'ils sont tentés par la tyrannie, disent leurs adversaires, se conduisent en despotes orientaux. Il suffit de le dire avec Voltaire, toujours dans l'essai sur les mœurs. Dès que l'autorité d'un prince est contestée, ses mœurs sont souvent
attaqué. Et à ces légendes, Voltaire oppose d'ailleurs le vraisemblable de la nature humaine. Il ne croit pas Dion Cassius, qui affirme que les graves sénateurs de Rome proposèrent un décret par lequel César, âgé de 57 ans, aurait le droit de jouir de toutes les femmes qu'il voudrait. Mais en revanche, il prête toutes les turpitudes à l'Église. Par exemple, il ne doute pas que 50 courtisanes nues dansèrent devant la famille incestueuse du pape Borgia, que la rumeur publique accusait d'abuser de sa propre fille Lucrèce. Mais est-on certain, et c'est là où l'ironie voltairienne nous aide, que la tyrannie masculine aille toujours à sa perte? Sur ce point encore, la lecture de Michel Foucault est cruciale, puisque dans la première leçon de son cours donné en 1974 et publié plus tard sous le titre « Les anormaux », il définit la force paradoxale de ce qu'il appelle le rouage du grotesque dans la mécanique du pouvoir, qui travaille à le disqualifier de façon manifeste, explicite, volontaire, théâtrale, je le cite, la terreur ubuesque, la souveraineté grotesque, ou, en d'autres termes plus austères, la maximalisation des effets de pouvoir à partir de la disqualification de celui qui les produit. Ceci, je crois, n'est pas un accident dans l'histoire du pouvoir, ce n'est pas un raté de la mécanique. Dans son dernier livre, Brutalisme, Achille Mbembe poursuit cette réflexion en pensant le surinvestissement de la virilité comme ressource symbolique et politique d'une société contemporaine, la nôtre, qu'il appelle onaniste, où le pouvoir se ramène à la sotte simplicité d'une domination génitale, le sexe du pouvoir devenant une tautologie, tant le phallus y apparaît comme son emblème et sa parure. Et la question, au fond, que je voudrais poser, c'est comment échapper à la fascination pour le sexe du pouvoir, sinon justement en commençant à ouvrir les yeux sur ce qui nous sidère, pour y trouver la juste parade. Alors regardez par exemple, regardez ce panneau de 180 cm de longueur qui a été peint à l'extrême fin du XVe siècle, vraisemblablement par Botticelli. C'est une spalière, c'est-à-dire une pièce de décoration d'une maison patricienne, sans doute celle de Giovanni Vespucci. Elle figure à Florence. Elle figure la tragédie de la noble Lucrèce qui se suicida après avoir été violée. C'est un thème iconographique fréquent pour les coffres peints des chambres à coucher, les cassoni, et c'est donc dans un cadre domestique d'édification morale, familiale et politique qu'on doit le comprendre. Alors on voit une imposante architecture classique, richement décorée, de chapiteaux, de reliefs, de statues qui compartimentent les scènes. Il y en a 3. À droite, non, on va commencer par la gauche, nous sommes, vous voyez ici, au seuil de la demeure, donc pas encore dans la scène d'une certaine manière, et Tarquin en armure, mais tous les hommes ici sont en armure, et Tarquin sort sa dague et s'empare de Lucrèce. Les cheveux épars, les vêtements défaits, les jambes déjà ouvertes, elle lève les mains en signe de terreur, elle crie, elle est violée. À l'autre extrémité, les conséquences tragiques de ce viol, la voici qui, traversant l'encadrement de la porte, là encore ça se passe à l'extérieur, la porte donne sur une loggia, tombe vers l'avant, tout juste retenue par 4 témoins bouleversés. Si bien que ce qui est au milieu est la scène centrale, c'est en fait la 3e dans l'ordre chronologique du drame. Nous sommes sur une place publique, le corps de Lucrèce transpercé est exposé aux yeux de tous, et sur son cadavre, littéralement sur son cadavre, se lève Brutus, le héros républicain, comme un soulèvement, en effet, depuis le gisant, et à l'aplomb de la statue de marbre blanc, celle de David, vainqueur de Goliath, qui est, on le sait bien, à Florence, le chiffre, au même moment, il y avait bien sûr le David de Michel-Ange, de la défense
de la République contre la tyrannie. Et de fait, la mort de Lucrèce entraîne, la mort de Lucrèce que la tradition fixe à 509 avant notre ère, entraîne chez Tite-Live la chute de la monarchie. Tarquin le Superbe est le dernier roi de Rome. Pour la génération de Botticelli, ce combat est donc toujours à recommencer. Contre la tyrannie masculine de Tarquin, la République se lève, et dans ce contexte florentin, où Michel-Ange, je l'ai dit, a placé sur la place de la Seigneurie le David, le texte clé, c'est celui du chancelier de la République, Coluccio Salutati, en 1375, qui s'appelle Declamatio Lucretiae, qui fait de Lucrèce, victime de la tyrannie masculine, l'héroïne à venir de toutes les luttes républicaines. Voilà donc sans doute une image de combat. Sauf que dans son livre Le suicide de Lucrèce, Eros et politique à la Renaissance, qui est paru en 2022, Henri de Rietmaten montre comment la peinture transforme ce supplice en contemplation. Dans les années 1520, chez Luca Cranach notamment, à grand renfort, vous le voyez, de voile et de transparence, et sur un fond noir, Lucrèce prend la forme de Vénus, une Vénus sculpturale, une statue, oui, mais de plus en plus désirable. La voilà de plus en plus nue, de plus en plus blanche, de plus en plus alanguie, de plus en plus équivoque. Et à voir comment le coup de poignard, le sang versé chez les peintres prend la forme d'une défloration, à voir comment, finalement, le suicide devient à la fois la réparation et le redoublement du viol, on pense avec tristesse aux mots de Christine de Pisan, à l'increvable candeur du male gaze et aux ruses de la culture du viol. Sous le pinceau du Sodoma, par exemple, tout est équivoque. La voici qui s'apprête à se donner un second coup de dague, puisqu'elle saigne déjà, son sang coule déjà, elle nous regarde, mais que font les deux figures masculines de l'arrière-plan? C'est son père et c'est son mari. C'est son mari Collatin et c'est son père Spurius Lucretius. Que font-ils? Ils la retiennent ou ils l'encouragent? Ils l'embrassent, ils l'étreignent, ils l'accompagnent. En tout cas, ils la livrent à notre convoitise. Et voici comment, chez Titien, Lucrèce, complètement nue et voluptueuse, se voile le visage, mais est-ce de honte ou de plaisir? Et moi, je ne sais pas comment regarder cette femme métamorphosée en statue antique et en objet sexuel, où en la regardant, je songe à une autre image qui lui ressemble, une image du XIXe siècle. C'est ce tableau pompier libidineux de Jean-Léon Gérôme en 1861, friné devant l'aéropage, où l'on voit, c'est fameux, l'avocat Hypéride défendre la prostituée Phryné, qui est accusée de blasphème, et la dénuder de manière théâtrale pour que l'éclat de la lumière sur sa peau blanche soit l'évidence de son innocence. Trop belle pour être coupable, verum index sui. Et Bruno Latour aimait la comparer avec une statue de Louis-Ernest Barrias de 1902 qui orne l'escalier d'honneur du... il y en a plusieurs, il y en a à la faculté de médecine de Bordeaux, il y en a une au Conservatoire national des arts et métiers, la nature se dévoilant devant la science, puisque la science est comparée depuis Bacon au viol de la nature, au viol de ses secrets, et comme si finalement la démonstration scientifique était aussi une rhétorique visant la beauté nue du vrai qui est à lui-même son propre indice. Responsabilité de l'historien, responsabilité du regardeur. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas une posture morale, vous l'avez compris, c'est un choix de méthode. Sommes-nous bien certains de comprendre tous les effets de cette rhétorique du dévoilement qui lie non seulement le sexe au pouvoir, mais au savoir? Et une chose est certaine aujourd'hui, le sexe du pouvoir
se donne en spectacle, de manière grotesque, souveraine, et nous ne savons pas ce que peut le savoir pour nous en détourner. Il le faudrait pourtant, car une chose est certaine, nous devons lutter contre la pulsion scopique, contre la détestation, contre la fascination. Il y avait déjà au Moyen-Âge des chefs de guerre qui, comme Bartolomeo Colleoni, le comte de Thiers de Bergame au XVe siècle, partaient à l'assaut des troupes ennemies au cri de « Collio, Collio, Collio ». Et ces couilles, il les avait mis, elles étaient dans son nom d'abord, et elles sont aussi dans ses armoiries, et il faut effectivement tout le tact des artistes de la Renaissance. Ici, c'est Andrea del Verrocchio pour les mettre ailleurs, enfin les mettre sur le cheval. Mais une fois de plus, bon, je ne veux pas vous laisser sur une image d'une si triste gloire. Je vous fais voir d'abord les images que vous avez trouvées vous-même, puisque je vous avais donné un travail à la maison, vous savez, l'Ostentatio Genitalis. Bon, ben voilà, il y a celle-là, il y a de Bellini qui est assez jolie. On voit effectivement comment ce Christ enfant, dont la mère nous rappelle du geste et du regard qui s'était fait homme et était ainsi voué à la sexualité et à la mort. Celle du même Christ, je vais parler du sexe devant, ben voilà, qu'est-ce qui se passe effectivement quand sur la croix, il sublime et la mort et la sexualité par l'engendrement spirituel, le tout formant évidemment chez Mantegna le plus saisissant, le plus cinématographique des raccourcis de l'histoire de l'art. Mais je vous laisse juste pour le plaisir sur une dernière image. Je crois qu'il faut qu'on se méfie maintenant de la posture héroïque et virile du dévoilement. Donc je voudrais prendre congé en évoquant un personnage que j'aime bien, un peu ridicule, qui perdit sa réputation en faisant l'inverse de dévoiler. Lui, il a revoilé. C'est qu'après le concile de Trente, on ne supportait plus de voir ce que Jules II avait demandé à Michel-Ange de peindre sur la chapelle Sixtine et que, ironique, l'Arétin avait dénoncé par ces mots. Même un tenancier de bordel fermerait les yeux pour ne pas voir cet obscène établissement de bains. Alors après 1563, on demande à Michel-Ange de mettre des voiles sur tous ces sexes. Il dit « allez vous faire voir ». Il n'en est pas question. En revanche, j'ai un jeune homme de mes amis et de mes apprentis qui s'appelle Daniele da Volterra. Et c'est Daniele da Volterra qui est monté sur l'échafaud d'âge et qui était aussi l'échafaud de sa réputation. Et il n'a rien gagné à ça. C'est lui qui a tout peint, hein, tous ces voiles. Il s'est donné du mal. Hein. Un coup, c'était bleu, un coup, c'était vert. Il ne savait plus comment faire. Et il a gagné de tout ça juste un surnom un peu ridicule. Il braguettone, c'est-à-dire celui qui rebraguette, le grand culottier. Mais à tout prendre, je l'aime bien, celui-là. Alors, c'est avec lui que je vous laisse. Merci. À la semaine prochaine.